Bonjour tout le monde, j'ai l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir notre cher ami Dr Karl Veriken. Merci infiniment Dr Veriken d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur toujours de vous recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Docteur, je vous invite aujourd'hui pour discuter avec vous la situation, l'avancement des négociations sur les terres rares entre l'Ukraine et l'administration Trump. Il me paraît qu'il y a une situation de déblocage, formalisation de l'accord. J'aimerais savoir d'abord le fondement de cet accord, quels sont les articles, les objectifs et les circonstances de la conclusion, enfin, après l'hésitation, les discussions et tout. Oui. Donc, ça a été un accouchement assez douloureux. Donc, l'accord, finalement, a été signé donc, le 30 avril par Scott Bessent, donc, qui est le responsable des finances américaines. Et ça, c'est important à regarder. C'est pas le ministre de l'Industrie, c'est le ministre de la Finance. Et, disons, les responsables ukrainiens. Alors, l'accord doit encore être validé par la Rada, donc par le Parlement ukrainien. Alors, en fait, c'est assez ambivalent. Et moi, je suis un hyper critique de M. Zelensky et du positionnement de Zelensky. Mais en finale, cet accord aurait pu être beaucoup plus... Karl, l'idée avec la doctrine d'étiquetage intellectuel, de terrorisme intellectuel qui règne maintenant en Europe, surtout, si vous déclarez que vous êtes, vous avez une vision critique vers Zelensky, automatiquement vous serez taxé pro-russe, pro-Poutine, agent de Poutine et tout. D'accord? Oui, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je laisse les chiens aboient, la caravane passe, comme on dit. C'est-à-dire, il y a la réalité qui vient nous mordre les mollets. Et la réalité, je l'ai dit dans notre dernier entretien, c'est que si ça nous plaît ou si ça ne plaît pas, il y a depuis le 18 février la réunion de Riyad, il y a un processus de normalisation entre les États-Unis et la Russie. Et ça, c'est malgré tout ce qu'on dit et toutes les provocations, les assassinats, etc., c'est pas totalement, disons, c'est fragile, mais c'est en cours. Alors, si on regarde du point de vue donc de cet accord de paix global entre les États-Unis et la Russie, parce que c'est en fait de quoi il s'agit, c'est que Zelensky, avec le soutien des Européens, voulait absolument coupler cet accord sur les terres rares avec un engagement quasiment militaire américain. C'est-à-dire, Zelensky disait, je vous donne les bijoux de la famille, et en échange, s'il y a un problème avec l'exploitation minière, les États-Unis seront obligés de venir me défendre militairement. Et ça, ce plan-là, qui était le plan européen, il a échoué. C'est-à-dire, il y a la création d'un fonds d'exploitation en commun entre les Ukrainiens et les Américains. Ça ne touche à rien de tout ce qui existe déjà, notamment le gaz et le pétrole ukrainien, qui n'est pas inclus dans l'accord. C'est uniquement des investissements futurs sur des ressources supposément qui existent en Ukraine. Alors, Trump peut dire, regardez, j'ai gagné, il y en a marre maintenant de donner de l'argent aux Ukrainiens, ils ne remboursent rien. Trump a prétendu que on a donné, alors, il y a eu sous Biden donc le processus du Land and Lease, de prêt et du bail location. Donc, en fait, les Européens ont donné beaucoup plus de l'argent aux Ukrainiens que les Américains. Et les Américains, en plus, ils ont prêté de l'argent pour que l'Ukraine puisse acheter des armes chez eux. Donc, on gagne deux fois dans cette histoire. Alors, en réalité, c'est peut-être moins de 120 milliards.
Mais en tout cas, donc, Trump, maintenant, peut dire à sa base, regardez, il y a un accord et dans l'exploitation minière future, une partie des bénéfices de cette exploitation, elle va revenir, elle va enrichir l'industrie américaine. Alors, en réalité, tout ça, c'est extrêmement fragile parce que donc il y a eu une étude qui est sortie au mois de février du CSIS, le Center for Strategic and International Studies de Georgetown. Donc c'est un think tank extrêmement prestigieux. Et là-dedans, si vous la lisez, elle dit il existe très peu de données permettant de savoir si l'exploitation des terres rares et autres matériaux stratégiques de l'Ukraine est commercialement fiable. L'étude mentionne que l'ancien directeur général du service géologique ukrainien a confirmé qu'on ne dispose d'aucune évaluation récente des réserves de terres rares. Il y a une cartographie qui existe, mais elle date de 30 à 60 ans. Elle a été faite par l'Union soviétique sur la base de méthodes de relevés géologiques anciennes. Donc, c'est pas à jour. Donc, il y a évidemment pour le moment il y a des ressources minières en Ukraine. Bon, ça, on le sait, puisque le Donbass et le Donetsk, c'était les bases industrielles au niveau du fer, etc., et du charbon. Alors, est-ce que... Mais bon, déjà, il y a une partie des terres rares qui est actuellement sous contrôle de l'armée russe, puisqu'ils occupent une partie du territoire où se trouvent ces ressources. Et deuxièmement, on ne connaît pas donc exactement où sont les gisements, quelle profondeur, la teneur du minerai, les sous-produits, les emplacements, tout ça, c'est en fait, les Américains compétents sont en train de dire il faudrait déjà demander aux Ukrainiens de faire un relevé, disons, de mettre les choses à jour. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc ça, c'est la première chose qui fait que c'est assez hypothétique. Le deuxième facteur, c'est qu'il faut quand même voir que pour faire une mine, du point de vue commercial, ça prend 18 ans. Deuxièmement, il faut énormément d'énergie. Alors aujourd'hui, à cause de la guerre, en fait, il y a près de la moitié de la capacité de production électrique de l'Ukraine a été soit occupée, soit détruite, endommagée. L'exploitation minière, c'est une des industries qui consomme le plus d'énergie au monde. Au niveau mondial, ça représente 38% de la consommation d'énergie industrielle va aux activités minières. Et c'est 15% de la consommation totale d'électricité. Donc, avec le réseau, les infrastructures énergétiques cassées en Ukraine, bon, déjà, donc, pour pouvoir relancer ces mines, il faut savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont vraiment exploitables ou pas, et il va falloir reconstruire tout le réseau électrique et les infrastructures énergétiques. Donc les gens disent, oui, mais cet accord, ça sert à quoi alors donc, c'est surtout quelque chose de, comment dire, d'une part, je pense que les Britanniques et les Européens qui ont voulu entraîner et continuer à entraîner les Américains dans cette guerre, quelque part, ils ont échoué. Et donc, Zelensky, de ce point de vue-là, en fait, il faut aussi voir que maintenant, Zelensky est très, très contesté. Tout le monde a vu le maire de Kiev. En fait, il y a des gens qui commencent à dire, dans le cadre d'une paix future, pour le moment, Zelensky doit partir. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui commencent à dire qui sont candidats et qui font une présidentielle, etc. Donc, le fait que Zelensky a pu négocier un accord qui est beaucoup moins catastrophique qu'on pouvait craindre au début, sauf qu'il n'y a aucune garantie américaine, mais du point de vue de l'exploitation, c'est plutôt quelque chose qui peut jouer en sa faveur au moment d'une élection. Alors, maintenant, si vous voulez, dans les recherches que j'ai faites,
personnellement, je trouve que cet accord est très, très, très mauvais pour une autre raison, qui est beaucoup plus large que la question ukrainienne, qui est la question comment dire, de les visées géoéconomiques actuellement de Washington. Alors, je m'explique. Tout le schéma de Trump est basé sur l'idée de relancer, soi-disant, donc, l'économie américaine. Et pour cela, il veut rendre les États-Unis donc attractifs pour les investisseurs. Alors, et notamment, tout va se faire autour de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, en particulier donc l'intelligence artificielle. Mais pour faire, si vous voulez produire des semi-conducteurs, si vous voulez produire toute l'énergie qu'il faut pour l'intelligence artificielle, vous avez besoin évidemment de matériaux. Et vous avez besoin. Alors c'est complètement contradictoire. Trump est en train de fermer la sidérurgie américaine. Et en même temps, donc, il veut attirer les capitaux à venir investir. Et pour faire des semi-conducteurs, pour faire des aimants qui sont indispensables pour toute l'électronique, vous avez besoin des terres rares. Maintenant, si vous prenez, alors c'est là où quelque part ça a cliqué dans mon esprit parce que j'ai regardé les terres rares au niveau mondial. Vous avez bien sûr la Chine qui aujourd'hui produit 80% des terres rares de la production américaine. Mais si les États-Unis partent dans une guerre commerciale contre la Chine, la Chine, depuis le début du mois d'avril, la Chine a mis un embargo sur, vous savez, les terres rares, il y en a 17 qui sont des terres rares, et sur les 17, il y en a 7 qu'on appelle des terres rares stratégiques, qui sont les terres rares lourdes. La Chine a bloqué les 7 lourdes, qui sont les plus importantes. Donc la question, c'est que, et les Américains, ils ont peut-être des réserves pour 3 mois, pour tenir pour 3 mois. Maintenant, si vous dites Alaska, Ukraine et Groenland, qu'est-ce que ces 3 pays ont en commun? Voilà, c'est les terres rares. Donc Trump il a encore, là, il y a quelques jours, à McCartney, il a dit de nouveau qu'il veut faire du Canada un État américain, alors que McCartney, il était un peu embêté. Le Groenland, en fait, plusieurs sociétés américaines, dont celle de Bill Gates, sont déjà en train d'augmenter leurs investissements dans l'exploitation des minerais du Groenland, même si le Groenland n'est pas devenu encore américain. Et de l'autre côté, il y a l'accord sur l'Ukraine. Donc, même si c'est que des annonces et une expression d'intention, c'est surtout fait, à mon avis, pour rassurer les investisseurs. Alors, il faut savoir que la semaine prochaine, donc, attendez, je vais vous donner la date, le 13 mai, donc c'est dans 6 jours, Donald Trump va se rendre en Arabie Saoudite. Il va donc discuter avec les Saoudiens et le lendemain, le 14, donc il va aller probablement, je ne sais pas où le sommet va se tenir, si c'est en Arabie Saoudite ou à Dubaï, il y aura un sommet des pays membres du Conseil du Golfe, qui sont donc tous les pays du Golfe. Et les Émirats. Donc déjà, les Saoudiens, on attend Trump, pour lui, ça va être la grosse cagnotte. C'est-à-dire, il veut vraiment emporter la mise. Trump attend des Saoudiens un investissement de 1000 milliards de dollars aux États-Unis. Et des Émirats, en fait, donc, le Cheikh Tanoun bin Zayed, qui est proche, donc, c'est un haut responsable des Émirats. Il a été, donc, le 30 avril, il était à Washington, il a été reçu par Trump, il a été reçu par les responsables de Microsoft, de Nvidia, Amazon, il a été reçu par Larry Fink de BlackRock. Et on attend, les Émirats veulent investir 1400 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle aux États-Unis. Sur 10 ans, c'est quand même 140 milliards par an. Et ils veulent former 1 million de personnes aux Émirats. Ils veulent que leur économie
en 2031, les Émirats pensent que 40% de l'économie, ce sera en fait l'intelligence artificielle. Donc il y a une grande mutation économique qui est en cours, de pays qui étaient producteurs d'hydrocarbures, qui se rendent bien compte qu'on arrive à, selon les normes actuelles, on arrive à un changement de cycle, et qui disent nous allons nous reconvertir dans l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ces Saoudiens et ces Émiratis, il faut les rassurer que s'ils investissent aux États-Unis, que les États-Unis auront accès à des terres rares. D'où l'empressement de M. Trump d'aller exiger du Canada, exiger de la Groenland, exiger de l'Ukraine, donc d'avoir accès à ces matières premières. Et là, je trouve que c'est très très mauvais parce que ça tend. Alors, si c'était vraiment des accords commerciaux entre pays souverains, bon, on pourra en discuter. C'est peut-être une chose à faire. Mais là, ça se fait dans un cadre, en fait, d'une préparation par rapport à un conflit commercial très, très grave, très, très lourd avec la Chine. Parce qu'évidemment, si la Chine coupe la provision des matières premières et des terres rares aux États-Unis, ça va créer donc... c'était la réponse de la Chine par rapport à l'imposition donc des droits de douane contre elle, qui sont totalement absurdes aujourd'hui. Aussi bien l'économie américaine que l'économie chinoise est en train de subir les conséquences de ce genre de mesures qui sont faites, je disais, d'une façon totalement maladroite et à l'envers. C'est pas du tout un protectionnisme intelligent dont on aura besoin. Voilà, donc vous avez l'accord en tant que tel, qui est ce qu'il est. Maintenant, si vous regardez du point de vue du big picture, du point de vue des enjeux au niveau global par rapport au bras de fer qui est en train de se consolider. Alors, je ne pense pas que Trump veut une guerre militaire contre la Chine, mais je pense qu'il veut vraiment un bras de fer, imposer une espèce de domination, et que, comme souvent, si c'est basé sur des sables mouvantes, en plus sur un système financier qui est en train de basculer dans les crypto-monnaies qui sont de la fausse monnaie qui est basée sur rien du tout, à un moment donné, ça va être une catastrophe économique et financière qui risque à ce moment-là de se terminer dans un conflit beaucoup plus violent et beaucoup plus militaire. Donc voilà. Mais Karl, comment ça a été perçu cet accord de côté russe? Quelle a été la réaction russe? Les Russes sont très contents qu'ils ont un dialogue avec Washington. Donc ils se sont pas beaucoup prononcés sur cet accord en tant que tel. Avant les accords, Vladimir Poutine avait dit si les Américains veulent les terres rares, nous on a tout ce qu'il faut. Nous les Russes, on peut vous vendre les terres rares. Dans un processus de réconciliation et de normalisation, il y a plein de... Et Trump, d'ailleurs, l'envisage de faire des grandes affaires avec la Russie, dans l'Arctique, dans le pétrole, etc., etc. Donc, il y a une certaine... moi, je suis depuis 1 an et demi, je suis absolument admiratif de la patience infinie de M. Poutine par rapport à un monde occidental qui est en déclin, qui devient dangereux et qui devient une menace pour la paix mondiale. Donc, je remercie beaucoup nos amis russes. J'irai participer demain à la marche des immortels. Tu es déjà foutu, étiqueté. Comment vous dites? Ça y est, si tu exprimes l'admiration vers la stratégie russe, la méthode de gestion de ce conflit, ça y est, étiqueté, ça y est, c'est fini, classé. Hein? Oui, moi, je suis pour la paix et personne m'a réellement convaincu que la Russie est une menace immédiate pour la sécurité de mon pays. Si vous voulez, donc, c'est un pays voisin, il va falloir apprendre à vivre avec, donc il va falloir qu'on se parle et qu'on voit ce qu'on peut faire de mieux les uns et les autres ensemble. Donc, par exemple,
Trump, d'une façon, et là c'est un point positif pour Trump, Trump maintenant a limogé donc son conseiller national de sécurité qui était Waltz, qui était en cachette en train de négocier avec Netanyahou pour lancer presque une guerre totale contre l'Iran. Trump s'en est rendu compte et il a trouvé ça absolument insupportable et Waltz il a été limogé. Donc il y a un énorme combat qui n'est pas fini aux États-Unis autour de Trump, avec des néoconservateurs qui veulent imposer leur programme de guerre, et avec d'autres qui pensent que c'est totalement stupide. Donc c'est pas encore stable, mais Trump a jugé que on peut encore, si on est intelligent, et les Iraniens ont exprimé leur volonté aussi de négocier avec Washington pour simplement garder leur programme de missiles, garder leur programme nucléaire civil, et y compris, donc, par exemple, l'uranium enrichi de grade militaire. Dans l'accord que les Américains sont en train de négocier avec l'Iran, c'est la Russie qui va récupérer les 400 kilos d'uranium enrichi au niveau militaire. Donc il y a toute une façade de conflictuelle, en tout cas entre l'Iran, la Russie et les États-Unis. Il y a une possibilité réelle, dans la mesure justement qu'il y a une normalisation entre la Russie et les États-Unis. Tout d'un coup, ça ouvre, et c'est bien ce que le parti de la guerre craint le plus, c'est que s'il y a cette normalisation, ça crée un contexte qui permet de repenser les autres conflits et de petit à petit aller vers des solutions. Donc la situation est horrible à Gaza. On a des enfants qui sont en train de mourir de soif parce qu'ils n'ont pas d'eau, et l'eau qu'ils ont, elle est complètement polluée. S'ils boivent l'eau, ils meurent. Voilà. Et de l'autre côté, donc il y a cette horreur qu'il faut absolument arrêter, et il faut essayer de tout faire pour nous sortir de cette course au pillage des matières premières. C'est-à-dire qu'à terme, avec de nouvelles technologies, on peut avoir d'autres ressources, et au lieu d'avoir cette compétition les uns contre les autres, de construire un avenir partagé de développement mutuel. C'est ce que je défends avec l'Institut Schiller, avec Jacques Cheminade, avec Madame Larouche et de la Coalition internationale pour la paix. Et des autres informations, car évoquent aussi des tentatives des Américains de trouver des terres rares en Afrique. Ça fait quelques semaines, j'avais invité un expert africain. Il a évoqué aussi une diplomatie intensive avec des pays africains comme le Congo, comme Burundi, pour trouver aussi des autres possibilités de fourniture des terres rares. Tout à fait. Je pense même que le modèle, certains disent qu'ils attendent le contrat avec l'Ukraine qui servira de modèle pour des contrats, notamment pour la RDC, comme vous dites, la République démocratique du Congo, qui est déjà en négociation. Hein. Et à la fin, j'aimerais savoir votre point de vue. Est-ce que la réalisation de l'autosuffisance américaine au niveau des terres rares, ça va accélérer la guerre de l'Amérique contre la Chine ou non? Ça va équilibrer un peu cette relation de dépendance au niveau des terres rares, au niveau de l'industrie. Quels seront les impacts au niveau géostratégique de l'autosuffisance pour les Américains de terres rares? Non, le problème toujours, c'est que la question, c'est que l'histoire de l'humanité, en fait, elle a toujours été une bataille pour dépasser en fait les limitations des matières premières.
C'est-à-dire que si on avait uniquement vécu de la chasse et de la cueillette, bah, au-dessus de 10 000 personnes sur Terre, on était surpeuplé. Donc on a découvert, on a commencé à voir comment utiliser le charbon, comment utiliser le charbon de bois, comment, disons, ce qui conditionne la notion de ressource. Une ressource, c'est pas quelque chose de naturel en fait, parce que c'est conditionné par notre capacité et notre capacité en tant qu'êtres humains connaissant les principes physiques de l'univers. Nous pouvons, par exemple, le bauxite, c'est le minerai qui permet de faire de l'aluminium. Mais si vous ne connaissez pas la science, bah, pour quelqu'un de l'âge de pierre, le bauxite, c'est un caillou qui vaut rien. C'est même pas du silex. Donc, c'est uniquement une ressource parce qu'on a découvert la science qui permet de la transformer. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, par exemple, en France, à Grenoble, on a une société qui est actuellement en train de développer des alternatives aux terres rares. C'est-à-dire que les terres rares, en fait, il y en a un peu partout, y compris en Europe, mais c'est extrêmement. Vous devez, en fait, prendre des millions de mètres cubes. En fait, il faut broyer des tonnes et des tonnes de cailloux. Souvent, c'est un sous-produit, par exemple, pour le minage du thorium, qui serait beaucoup plus intéressant parce que c'est une ressource énergétique possible pour le nucléaire du futur. Donc à terme, pourquoi tout le monde pourquoi on est devenu dépendant de la Chine pour les terres rares? Parce que nous, on n'a pas voulu dépenser toute cette énergie, avoir toute cette pollution d'aller chercher les terres rares. Donc est-ce que les Américains pourraient en trouver chez eux? Bah, sans doute, mais ça va prendre du temps et c'est des investissements absolument énormes. Donc évidemment, ce que vous dites est vrai, c'est que les Américains prétendent qu'ils veulent récupérer une certaine souveraineté, etc. Mais dans la réalité, bah, ils se rendent compte que les matières premières, bah, il y en a qu'ils n'ont pas et qui vont devoir, soit d'une façon amicale, soit d'une façon moins amicale, ils vont devoir accepter que les autres existent et qui peut-être il faut. Alors le problème, c'est que ça se passe dans un monde financier qui est en train de s'effondrer, où on a créé tellement de papier, tellement de bulles financières, qu'il va falloir trouver en fait des choses, de la richesse tangible pour donner de la valeur à de la monnaie qui est de la fausse monnaie. Et c'est là où la chose devient très très. C'est un remake des années 30, parce qu'on a vu malheureusement comment les choses ont fini dans les années 30. C'est-à-dire qu'il y a une partie des guerres de conquête de Hitler ont été des conquêtes pour les matières premières. S'il s'intéresse à la Tchécoslovaquie, c'est parce qu'il y a du fer, il y a du charbon. S'il va en Norvège, c'est parce qu'il y a de l'eau lourde. S'il va en Autriche, c'est parce qu'il y a de l'or dans la banque centrale, etc., etc. Donc c'est une logique. Disons, moi je suis pas pour isoler les Américains. Devraient tout simplement respecter la souveraineté des autres. Et à ce moment-là, les autres respecteront les Américains à ce moment-là. Et s'il y a des accords honnêtes pour un avenir meilleur et de partage et de développement mutuel dans un cadre gagnant-gagnant, bah, pourquoi pas? Aujourd'hui, malheureusement, ça se fait dans le cadre d'une bulle financière qui devient ogre, qui devient mangeur d'hommes. Et donc le problème, c'est pas le peuple américain. Le problème, c'est tout un système financier et de pirates qui ont pris le contrôle de la finance mondiale et qui, pour garder et sauvegarder leurs privilèges, sont prêts à détruire l'Ukraine, sont prêts à lancer une nouvelle guerre, je sais pas où. Ils sont prêts à nous faire disparaître. Et donc, c'est là où il y a vraiment un combat à mener. Merci infiniment, cher ami Dr Karl
Veriken. Merci infiniment pour ces explications. Je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, à interagir avec Dr Veriken, à commenter, à partager. J'espère vous trouver, Dr Veriken, prochainement autour de notre sujet. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.